De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, nous parlerons du litige entre les nouveaux repreneurs de la librairie générale et les anciens, à savoir la famille Jazor. Et à cet effet, nous recevons sur le plateau Sébastien Célestine et Davy Chathuan. Bonsoir messieurs. Bonsoir Harold. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne quand même la genèse de la reprise de la librairie générale pour les téléspectateurs. Comme ça, on va avancer progressivement. Donc, il y a quelques années de cela, vous vous êtes positionné pour la reprise, puisque la société, visiblement, était en plein déclin. On parle de liquidation à l'époque. Vous arrivez un peu en sauveur, finalement, pour la reprise de cette société. Comment ça s'est goupillé? Comment avez-vous eu vent de cette occasion et pourquoi vous vous êtes positionné? Alors, tout démarre en début février, donc le 6 février 2019. Mac Jazor essaie de joindre Sébastien Célestine, mais qui n'est pas disponible puisque il était à l'hôpital, donc c'était compliqué. Et donc du coup, il m'appelle par la suite et il me dit voilà, on s'était vu il y a quelques années, il y a quelques temps pour voir qui était possible de faire. Aujourd'hui, la société est dans une position où elle va passer en redressement judiciaire, donc c'est le moment pour les repreneurs de se positionner. Nous, à ce moment-là, on a mis lieu de se poser la question de savoir si on reprend la librairie générale ou pas. Donc, du coup, j'ai Sébastien quelques dizaines de minutes après. Et puis, dès le lendemain, on rencontre Mac Jazor. Donc, on s'entretient avec lui. Là, l'explication est claire. La société est en péril. Elle va être liquidée s'il n'y a pas de repreneur qui se positionne. Aujourd'hui, il n'y a personne a priori que ça intéresse. Est-ce que ça nous intéresserait? Il faut que ça puisse survivre, ne serait-ce que pour un euro symbolique racheté, parce que c'est un patrimoine, un symbole. Et effectivement, ce discours-là nous touche, puisque nous sommes des clients de l'ancienne librairie générale. On est tous un peu clients. C'est ça, voilà, c'est ce que je voulais dire par là. C'est-à-dire qu'on est tous un peu clients, on y a été petits, nos parents y ont été petits, donc fatalement il y a un attachement. Et donc du coup, on se met en branle-bas de combat très rapidement. Et il se trouve que le moment est un peu propice à cela, parce que nous avons des amis et des gens très compétents dans certains domaines qui rentrent en même temps au pays. Donc nous, du coup, on les sollicite, on leur explique un peu le sujet, est-ce que ça les intéresse et tout. On se met en branle-bas de combat et là, on prépare un dossier en 2 mois. Parce que du coup, le premier dossier. Ça s'est fait très rapidement. Non, mais attends, le premier dossier qu'on dépose, il faut le déposer début mars. Donc on découvre la situation le 7 février et je crois que c'est le 5 mars qu'il y a les premières audiences où il faut déposer des dossiers. Et donc déjà avoir le temps de prendre connaissance de tout ça, voir comment on se débrouille, combien d'argent il faut pour tout ça. Avoir des échanges avec les uns et les autres, constater qu'à part la région qui nous dit, on peut vous donner un accord de principe, en tout cas sur l'idée de sauver cette boîte-là parce que c'est important, mais ensuite les montants, etc., c'est des choses qui seront à déterminer. Les banques, tout le monde nous envoie balader parce qu'en fait, ils ont eu des problèmes avec toutes les banques dans les faits, les anciens propriétaires. Les familles qu'on a pu voir ici qui ont des possibilités pour accompagner ce type de boîte-là, en fait, tout le monde nous dit le projet est sympa, mais sans nous. Et en fait, on est tout seul et du coup, on est en train de courir à droite à gauche pour voir comment on finance ce truc-là, quoi. Comment on se débrouille pour que cette boîte qui, comme Davy l'a dit, fait partie du patrimoine, survive. Et comme Davy l'a bien exprimé, ça, je pense que c'est important que les Guadeloupéens comprennent bien. Et aussi, on n'a pas forcément précisé, mais voilà, ça fait 3 ans que ce truc-là dure et qu'en vrai, on est silencieux. Malgré parce tout que c'est ça qui peut choquer les téléspectateurs, c'est qu'on a une reprise qui s'est effectuée en 2019. Avril 2019. Avril 2019. On a à peu près 2 ans qui se sont écoulés avant que la famille Jazor sorte un communiqué pour dire finalement que la passation ne se fait pas correctement, qu'il y a des problèmes visiblement et qu'ils ont engagé une procédure effectivement à votre rencontre. Et à partir de là, ça bloque. Et qu'ils ont découvert, comme tout le monde, la fermeture du magasin de Pointe-à-Pitre. Je pense que c'est important aussi de préciser ça. Exactement. Donc tout ça n'était finalement pas compris dans l'accord initial. Et donc là, on découvre finalement en 2022 qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de la librairie générale et surtout depuis la reprise. Pourquoi avez-vous fait le choix du silence? Eux ont communiqué. Mais vous avez fait le choix justement de ne pas communiquer pendant toute cette période. Je vais me permettre de répondre puisque ça tient beaucoup à moi. Je me suis souvent opposé et de manière assez vive à une communication de ce type. Je peux confirmer, j'avais demandé.
Premièrement, pas le seul là, Premièrement, parce que j'estime que lorsqu'on a des soucis avec des gens, on peut les régler sans les rendre publics et sans en faire une promotion négative. Deuxièmement, montrer encore qu'entre entiers, on ne sait pas s'entendre. Moi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Et de plus, ça a montré un conflit intergénérationnel finalement. Et ça, c'est un problème ce sont des choses qui n'ont pas éclaboussé aujourd'hui notre pays. On a déjà beaucoup de difficultés dans notre belle île. Si c'est pour qu'à chaque fois qu'il y a une initiative positive, derrière, on entend un maximum de choses négatives, ça donnera ni envie aux gens de revenir, ni d'y rester. Donc, à partir de là, moi, je me suis souvent opposé à ça. Deuxièmement, on avait des procédures judiciaires en cours. À partir du moment où des procédures judiciaires sont en cours, communiquer, ça devient quelque chose à double tranchant. Imaginons que le président du tribunal estime que nous avons essayé de manipuler l'opinion publique. Moi, je ne suis pas pour ça. J'étais pour que simplement la justice soit rendue. Si on a tort, on a tort. Si on a raison, on a raison et que ce soit fini. Les histoires de venir dans les médias, raconter une histoire, que chacun s'oppose, puisqu'au final, c'est comme ça que ça va finir. On va faire quelque chose, ils vont répondre. On a des points de vue très opposés. Je voyais pas l'intérêt. Donc, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a dû Qu'est-ce qui a changé, justement? on a dû fermer un magasin. Donc fermeture, là, c'est la fermeture du magasin du Moule. Bien sûr, le 1er mars. Qui vous déclenche? On est obligé, puisque les Guadeloupéens voient que le magasin est fermé. Ils nous ont soutenus dès le départ. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est suivi par des institutionnels qui nous ont fait des prêts, pas des subventions, contrairement à ce qui peut être remboursables. Prêts remboursables, bien entendu, de l'État et de la région. On n'est pas sur de la subvention. Donc, nous, on a des responsabilités. On est des gens qui essayons d'avoir une éthique dans la manière dont nous travaillons. Donc, collaborateurs. Envers tout le monde. Donc, du coup, à partir du moment où on ferme un magasin, on est obligé de communiquer. D'accord. Que ce soit pour parler du problème réel ou dire pourquoi la librairie de Moule ferme. Mais dans tous les cas, les deux sont liés. Donc, fatalement, aujourd'hui, on communique parce que le magasin du Moule a dû fermer. Et au-delà, puisqu'il y a le magasin de Pointe-à-Pitre qui est donc fermé, il faudra qu'on en parle. Bien sûr, parce que c'est la conséquence directe. C'est l'origine. Mais là, les accusations sont croisées entre la famille Jazoré et vous. Vous parlez effectivement de ce local qui n'est pas en conformité, donc que vous avez dû fermer. Eux disent finalement que vous devez des loyers. Que vous devez pour plus d'1 million d'euros en loyer. Non, ça c'est faux déjà, mais enfin bon. Après, on va vous expliquer, mais du coup c'est mécanique. Si on a le droit à 1 million, ils nous doivent beaucoup plus. Donc, mais c'est ça, donc vous déclarez un préjudice de bien 1 million 300 000 euros, finalement, parce que vous ne pouvez pas exploiter la boutique de Pointe-à-Pitre. Exact. Et eux disent en face que finalement vous leur devez 1 million d'euros en loyer. Donc on a des attaques finalement croisées, on est perdu. Si vous calculez, ça fait un delta déjà de 350 000 euros qu'ils nous doivent. Donc si on est très franc et très concret. Donc à partir de là, on voit bien que le delta est positif en notre faveur. Donc à la base, et puis pareil, puisqu'on profite de ton antenne pour parler aussi aux Guadeloupéens. Je pense que c'est important de comprendre en fait le fonctionnement du discours, de la rhétorique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui ont croisé ce discours pendant les 3 années où on ne s'est pas exprimé, où on nous a traités de voleurs, de voyous et de menteurs. Tu vois, effectivement, à un moment, on a décidé d'arrêter de payer leur loyer. Mais ce moment arrive 8 mois après qu'on ait versé les loyers tous les mois pour plus de 250 000 euros et qu'eux rentrent dans un rapport de force avec nous par rapport à ce local de Pointe-à-Pitre, où pareil, ils vont dire qu'on n'a pas expliqué les travaux qu'il fallait faire, etc. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on leur dit qu'il y a un souci, on reçoit un courrier d'avocat qui nous dit « Nous, on ne prendra pas en charge les travaux ». Donc, ça ne sert à rien qu'on leur donne une liste des travaux. Ils nous ont dit, on ne prendra pas en charge les travaux de mise en conformité. Parce que vous n'êtes pas propriétaire du bâtiment. On n'est pas propriétaire du bâtiment. Donc, c'était à eux, effectivement, donc, de faire les réparations. On n'est pas propriétaire du fonds de commerce. Parce qu'on est toujours en location générale. Et quelques mois avant, c'est eux qui, en étant propriétaires de la société qui exploitait la librairie générale, qui étaient exploitants du local. Donc, ils ont 3 positions qui font que, théoriquement, ces travaux auraient dû être faits. Et ce n'est pas à nous, en arrivant là... En quelques mois après, de faire ces travaux en question. Parce qu'on peut ne pas comprendre justement pourquoi accepter la fermeture longue de la structure alors que vous auriez pu faire les travaux. On peut ne pas comprendre. Bien sûr, et ça s'explique très clairement parce que c'était complètement hors budget, parce qu'à partir du moment où on a fait les entrepreneurs venir pour faire les rénovations comme on a pu faire sur Jarry et que tout le monde a pu voir, quand ils nous ont annoncé des sommes, c'était complètement hors budget de ce qui était prévu. Aujourd'hui, pour refaire le magasin de Pointe-à-Pitre, il fallait dépenser pratiquement le double de ce qu'on avait mis pour Jarry, pour la moitié de la surface. Donc naturellement, c'était quelque chose d'injouable pour nous. À La Rochelle-Cher, on s'entretenait avec les collaborateurs. Parce que nos collaborateurs nous ont dit que l'idéal pour la librairie générale, pas pour nous, pas pour les Jazor, pas pour eux,
pour la librairie générale, qui est une activité économique, de remonter dans un axe plus passant, comme la rue Frébeau, ou éventuellement les boulevards, Légitimus et autres, que cela permettrait d'avoir un pignon sur rue et de pouvoir faire quelque chose d'assez neuf et de relancer l'activité à Pointe-à-Pitre. Voilà le début de ça, en fait, tout simplement. Et en fait, ça, avant même qu'on découvre ces histoires de non-conformité, on leur explique qu'aujourd'hui, dans l'intérêt de la librairie générale, et notamment parce qu'on a vu qu'il y a trop de travaux, il faut qu'on puisse changer de local. Il n'y a rien qui se passe à la rue Schellcher. Le seul truc qu'il y a à la rue Schellcher qui draine de l'activité, c'est la librairie générale. C'était la librairie générale. Donc, dont ils ont forcé en quelque sorte la fermeture. Donc, dans l'intérêt de la librairie générale, il faut qu'on puisse aller ailleurs. Et depuis en fait février 2019, quand Max Jazor nous appelle, il y a des discussions sur un contrat, notamment sur le fameux contrat de location-gérance, donc qui gère Pointe-à-Pitre, dont ils sont propriétaires des murs, dont ils sont propriétaires du fonds de commerce et qui est un bout aussi du local de Jarry, etc. Donc un contrat en fait un peu complexe, et il y a aussi la marque de Nantes théoriquement. Il nous explique que c'est un contrat qui est censé être refondu pour que les choses soient séparées avant la reprise. D'accord ? Oui. Il y a un avocat qui travaille dessus, etc. Donc nous, on a d'autres choses à gérer, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, il n'y a pas de problème. Les semaines passent, les mois passent, on se retrouve à relancer sur ça. On se retrouve à leur expliquer justement qu'il y a d'autres opportunités sur Pointe-à-Pitre. Parce que je pense que c'est important de bien relater l'histoire telle qu'elle s'est passée. Il faut la genèse. Tu vois, telle qu'elle s'est passée. Donc on leur explique ces sujets-là. Au début, c'est bien accueilli. On a même la seule réunion qu'on fait avec une partie des héritiers, on l'a fait au mois d'octobre 2019, après avoir beaucoup insisté sur cette histoire de contrat de location-gérance. À l'époque, ils sont même vendeurs du bâtiment de Jarry. Enfin, tout est possible. D'accord. OK. On fait cette réunion. Positionné sur l'achat. L'achat des bâtiments. On s'est positionné. On s'est positionné. Le problème, c'est que à partir du moment où on a commencé, on a payé nos loyers de manière récurrente depuis le début. Un peu plus de 30 000 euros tous les mois. C'est vrai que du coup, le bâtiment c'était beaucoup moins urgent de le vendre. Pour eux. Non, mais factuellement pour eux. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça traînait. Donc, effectivement, on fait cette rencontre qui se passe extrêmement bien. Et présente 3 des frères et sœurs. Monsieur Max Jazor n'était pas présent ce jour-là. Il s'est trompé de date. Il s'est trompé de date. Et donc, du coup, il n'était pas présent et pas joignable au moment de la réunion. Donc, on fait la réunion quand même avec les frères et sœurs présents. Et quand on ressort de cette réunion, mais on est super content. On s'est dit c'est cool, ils ont compris, c'est super sympa, franchement. Et on n'est pas dans un rapport avec eux où il y a des problèmes en fait. Donc à partir du moment où on a discuté, on est OK, nous ça roule, il n'y a pas de... on fait même pas attention à quoi que ce soit. Et puis on se dit, on attend simplement qu'ils nous fassent signe pour qu'on puisse contractualiser un peu tout ça et mettre ça en forme, quoi. Donc voilà. Qu'ils nous fassent signe, c'est-à-dire que la personne qui gère la succession et qui est notre interlocuteur concernant les héritiers, puisqu'on ne sait même pas leur nom ni quoi que ce soit en fait à la base. On n'a jamais eu de rapport avec eux. Le seul avec qui on a un rapport, c'est Max Jazor. D'accord. On connaissait Régine Jazor par rapport aux éditions Jazor. Yves Jazor qui était là au moment de la reprise et qui venait nous voir assez souvent au niveau du magasin de Jarry. Il venait passer le samedi nous voir et tout. Le samedi matin. Donc cool. C'était les 3 qu'on connaissait, quoi. Mais ils ne sont pas que 3. Ils sont 6. Et je disais, donc du coup, en sortant de cette réunion, on nous dit, voilà, les choses vont avancer, on vous fait un retour précis, avec une proposition précise. On avait même réfléchi à faire une société pour ceux qui voudraient continuer à avoir une part du patrimoine de Jarry, qu'ils puissent avoir des parts, continuer à toucher des loyers. Ceux qui veulent vendre... Ceux qui ne voulaient pas vendre ne vendaient pas, et ceux qui voulaient vendre vendaient. Et on pouvait s'associer avec eux. Tout ça est évoqué. Donc on montre un peu d'ouverture d'esprit, de dire on peut faire évoluer les choses et on fait des pas les uns vers les autres. Il y a pas de, on n'est pas dans une situation conflictuelle. Une semaine passe, 2 semaines passent, pas de retour. On se retrouve à devoir relancer. Pas de retour, mail, pas de retour. Et donc là on est en octobre, on est déjà en novembre. On relance, on me demande de faire des courriers, on fait des courriers, pas de retour. Et puis c'est à ce moment-là que ça va commencer à se compliquer parce qu'en fait on découvre par hasard, pour répondre à un appel d'offres, que les contrats d'assurance qui étaient sur la société précédente et dont on avait demandé le transfert sur la nouvelle société dans le cadre de la reprise, comme ça se fait, de la manière que les baux commerciaux ont été transférés, de la manière que on parle de quelle société pour arriver à quelle société? Alors, la société qui exploitait avant, c'était la société d'exploitation de la librairie générale, gérée par Max Jazor et détenue par l'ensemble des frères et sœurs, donc les 6. Donc, SELG. Et nous, on a repris avec la société CCHNLG, donc pour Caribbean Culture House, nouvelle librairie générale. On vous reproche une éventuelle entourloupe avec la SAS Olmol.
Ça pareil. Tu vois, ça pareil. En fait, une entourloupe. Ah ouais, c'est assez... Que vous avez essayé de passer d'une société à l'autre de manière... Tu vois, ça pareil. Il y a des choses qui sont factuelles. Aujourd'hui, toutes les quittances de loyer ont été éditées au nom de CCHNLG. Donc, à quel moment on veut demander de l'argent à Olmol et faire comme si on n'était pas au courant? Tu vois, il faut arrêter, en fait. Faut arrêter d'inventer des choses. En fait, on part d'un petit bout, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Hein. On part d'un petit bout qui est potentiellement vrai, effectivement, au moment du tribunal, pour crédibiliser le dossier, pour qu'on ne soit pas juste des jeunes personnes. Voilà. On dit, nous, on a une société, on sait déjà faire des choses, on fait du chiffre d'affaires. Donc, Olmol Parce que vous étiez très connu, effectivement, sur la société Olmol que vous aviez été. Très connu, restons humbles. Certaines personnes nous connaissaient un petit peu, mais pour être très franc, vous avez développé quand même la billetterie. Oui, c'est vrai. Ça a beaucoup parlé. C'est vrai, mais il faut quand même expliquer que lorsqu'on reprend, on nous présente quand même comme une multinationale qui arrive. Le groupe Olmol. Le groupe Olmol. C'était quand même quelque chose d'assez gros, alors qu'en fait, en vrai, on est une société à taille humaine, très réelle. On nous a présenté comme un ogre, type Amazon qui venait. Non, c'est pas du tout le cas. Et pourquoi je dis connu, c'est qu'on connaît notre plateforme, mais il n'y a que les gens du milieu qui savent que c'est Sébastien et moi derrière, ou des gens qui nous ont vus à l'entrée des concerts quand on scannait les choses comme ça. Mais ça reste quelque chose on n'est pas des gens que les gens connaissent vraiment. Ouais. Donc de là à dire qu'on est connu, non, je pense que non. Et je pense que la société Olmol, on a toujours mis la société en avant, ce qui fait que les gens ont toujours cru que... Parce qu'ils entendaient Olmol à la radio par rapport aux événements et tout. Donc, ils ont toujours cru que c'était énorme, dans le sens où c'était des gens qui venaient de l'étranger et tout. Ben non, en fait, c'est nous. Mais donc, du coup, nous, toujours dans cette philosophie-là, à la base, il faut bien comprendre qu'on n'était pas censé être en front de cette histoire. Ouais. Que de base, quand on reprend la Librairie Générale, on a 3 de nos associés, parce que nous sommes 5 repreneurs, 3 de nos associés qui sont censés être les visages de la Librairie Générale. Sébastien et moi, on n'est pas censé être les visages de la Librairie Générale. Et ce sont les médias, dont France Antilles, qui mettent Olmol dans l'histoire, et donc du coup en nous accusant de vouloir fermer tous les magasins, d'exploiter que Jarry, que c'est l'immobilier qui nous intéresse, etc. Alors et donc ils nous ont jamais posé de questions, on n'a pas eu de... C'était pas une interview, hein. C'était de l'interprétation. Donc du coup c'est pour ça que dès le lendemain nous avions dû aller dans les médias, notamment chez ACI ou même chez vous, pour expliquer quel était réellement le projet et ce qu'on préparait, parce qu'on estimait qu'on se devait de se justifier auprès des Guadeloupéens qui ne pouvaient pas avoir de la désinformation de ce type sur nos intentions. Voilà, mais on n'est pas du tout connu, on n'est pas une grosse société, on est une société qui génère du chiffre d'affaires, c'est vrai, on développe nos activités, c'est vrai, mais on n'est pas un gros groupe, quoi. Mais vous vous êtes basé donc sur la crédibilité que vous avez sous la casquette Olmol, justement, pour vous positionner. C'est ça. Alors pour bien expliquer, parce que c'est quelque chose en fait qui est assez banal, mais dans le monde économique. Donc si on n'est pas dans le monde économique, peut-être que c'est pas forcément simple à comprendre. Donc on va essayer de faire pas mal de pédagogie ce soir, parce que c'est important que les gens comprennent bien. Quand il y a des reprises au tribunal de commerce, donc sociétés en redressement judiciaire qui vont être liquidées, donc peut y avoir des candidats, et dans 95% des cas, sauf si c'est des gens qui ont exactement la même activité, la personne va avoir ce qu'on appelle une clause de substitution. C'est-à-dire qu'elle prévoit que si mon offre est acceptée par le tribunal, une société à constituer, à créer, va gérer et reprendre réellement. D'accord. Donc nous, on l'a prévu, puisque Olmol, c'est de la billetterie, c'est pas des librairies. Et donc, c'est cette nouvelle société qu'on a créée, CCHNLG. Je rappelle qu'il y a toutes les quittances de loyer à son nom. Le premier courrier d'avocat qu'on reçoit qui nous dit « c'est à vous de faire les travaux ». Si vous ne faites pas les travaux et que vous souhaitez partir, il faut nous payer toutes les années de loyer qui restent dans le contrat jusqu'à 2024. Ça aussi, c'est important de le dire. Parce que la position est facile, tu vois, de dire qu'ils ne payent pas les loyers. Mais en fait, on reçoit ce truc assez violent alors qu'on attend une réponse positive. Et puis, d'un seul coup, on nous dit tout ce qu'on vous a raconté depuis février 2019, qu'on peut revoir les contrats, que vous pouvez déménager le local dans l'intérêt de la Librairie Générale, s'effondre. Et quand on passe des coups de fil pour expliquer, pour demander qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on s'est quitté bien, on a juste relancé, après vous traînez de manière générale, on y dit grosso modo, c'est comme ça. Le contrat nous met en position de force. C'est ça le discours qui nous est tenu. Et l'avocat nous a suggéré ça, donc on suit ce que l'avocat nous dit. Sauf dans les faits, à aucun moment un avocat décide pour ses clients. Un avocat va expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. C'est le client qui tranche. Et le client, d'ailleurs, assez souvent, ce qui se passe, c'est que le client dit « moi, je veux faire ça », et l'avocat trouve les voies et moyens pour faire ce que le client a demandé. Donc, quand on reçoit ça, on dit « mais attends, dans quel monde on est ?» Quand on reprend l'entreprise,
il y a 4 millions de dettes. 4 millions. Pas 4 000, hein, 4 millions. C'est énorme. D'accord? C'est conséquent. Le principe, l'usage, quand il y a des reprises comme ça au tribunal, c'est que les dettes sont gelées, voire même effacées. Donc, c'est-à-dire que quand on reprend et qu'on vient nous chercher, il faut absolument reprendre pour 1 euro symbolique, c'est le discours qui nous est tenu, en fait, ça règle leur problème de 4 millions. Et ils passent de « j'ai un problème de 4 millions de dettes » à « je suis propriétaire et je touche des loyers ». C'est ça la réalité, hein, et qu'ils ne disent jamais. Donc, il n'y a plus en vrai d'histoire de la librairie générale, blablabla, de transmission, machin, parce qu'on n'a pas eu de transmission. On a récupéré un truc qui était en faillite, on a réussi à le redresser, on a augmenté le chiffre d'affaires de 50% sur les 3 dernières années, malgré la crise sanitaire, malgré la crise économique, malgré le fait que ça ne soit pas notre métier à la base, etc., malgré le fait qu'il y a des concurrents qui s'étaient armés en prévoyant la fin de la librairie générale. Justement, là, vous avez une grosse concurrence sur le dos aussi. On a réussi à faire tout ça. Et aujourd'hui, il y a des clients grand public, enfin particuliers. Il y a des clients B2B, professionnels, des écoles, des entreprises qui veulent soutenir ce truc-là. On a des partenaires institutionnels, financiers, État, région. Il y a même des privés aujourd'hui qui veulent jouer le jeu pour nous aider à passer ce moment difficile qu'on a avec les Jazor. C'est-à-dire que comme ils ont vu ce qu'on a pu faire durant les 3 dernières années et qu'on a quand même des choses en notre faveur au niveau économique, niveau résultat et tout, donc c'est vrai que lorsqu'on présente le bébé entre guillemets, ben effectivement les gens se disent ah quand même il y a eu un gros taf. Et pareil quand on voit ce qu'on a pu faire sur Jahari au niveau du homestaging et de faire la nouvelle librairie générale entre guillemets, ben c'est vrai que ça a séduit beaucoup de clients qui reviennent nous voir et qui sont très heureux de la façon dont ça se passe. Donc, beaucoup plus facile de convaincre, finalement. Et donc, tout ça pour dire que l'histoire avec Olmol, où on dit c'est Olmol qui est responsable, ben, en fait, c'est d'un point de vue juridique, c'est pas valable. C'est-à-dire que quand il y a cette substitution, ben, c'est la nouvelle entité qui récupère les contrats. Et Olmol, là où il joue un peu sur un truc, c'est qu'en fait, Olmol, au niveau du tribunal, a repris l'activité pour 200 000 euros. OK? Enfin, la structure qui reprend pour 200 000 euros. A repris un certain nombre de salariés avec un certain nombre d'engagements. Mais ça, c'est vis-à-vis du tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est fait plus avec les Jazor, plus avec la société d'exploitation de la librairie générale, mais avec l'État qui prend le relais parce que la société est en redressement et bientôt en liquidation et donc doit garantir que le montant sera versé, donc les 200 000 euros, garantir que les salariés seront effectivement repris, garantir en gros qu'ils respectent les engagements de sa proposition. Mais une fois que ça c'est fait, si demain, il y a un salarié qui est licencié par CCHNLG sans raison valable, à aucun moment, Olmol est responsable de ça. C'est-à-dire que le salarié va attaquer son employeur. Si là, le cas qu'on a avec les Jazor, et d'ailleurs, je redis, le premier courrier d'avocat qu'on reçoit, à aucun moment, il ne parle de Olmol. Il dit bien, CCHNLG a pris la place de la société d'exploitation de la librairie générale. Donc, c'est CCHNLG qui maintenant est responsable des travaux qu'ils disent qu'on doit faire, doit rester là jusqu'à 2024, etc. etc. Donc il y a beaucoup de mauvaise foi en fait. Et il faut bien comprendre aussi que le moment où cette histoire de loyer, on décide de ne plus les payer, il faut bien comprendre que c'est au moment où ils nous parlent de rapport de force. Moi je pose la question à tout le monde. Est-ce que demain, quelqu'un vous menace et vous lui dit tiens, prends une arme? Parce que du fait de donner, si on dit qu'on ne paye pas à Pointe-à-Pitre, on enlève 5 000, mais que si on ne paye pas l'ensemble, on enlève 30 000. Et donc, du coup, c'est difficile de donner 25 000 à quelqu'un qui t'a dit que tu étais son ennemi maintenant tous les mois et de l'alimenter. Parce que du coup, on paierait toute la procédure judiciaire et nous, en fait, on se retrouve en fait pieds et poings liés. Donc, c'est pour ça que ce rapport de force s'installe, parce qu'ils le veulent à ce moment-là. Donc, et que nous, c'est notre seul moyen. Si ça ne tenait qu'à vous, en fait, vous auriez déménagé la librairie de Pointe-à-Pitre. Mais si ça ne tenait qu'à nous, mais on a des témoins qui peuvent en parler, on a des agents immobiliers qui peuvent en parler, on a des commissions qui peuvent en parler, puisque nous avons essayé, parce que du coup on ne sait pas quand est-ce que le problème se règle. Donc à partir du moment où on ne sait pas quand est-ce que le problème se règle et que nous on sait qu'on a besoin de ce 4e magasin pour faire tenir l'ensemble de notre structure. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher des solutions, parce que le jour où ça tombe, il faut pouvoir réagir vite. Et c'est ça aussi une faculté d'entrepreneur. Les facultés entrepreneuriales, c'est de la réaction et de la flexibilité. Donc pendant qu'on est en procédure, c'est pendant qu'on cherche des locaux à Pointe-à-Pitre toujours. Donc il y a effectivement les anciennes galeries, les galeries parisiennes au marché aux épices, les anciennes à la chaussure et à l'eau-vêtement. On a eu un premier contact, ça n'a pas pu se faire. Ensuite,
il y avait à la rue Achille-René Boisneuf, l'ancien cabinet radiologie de Thionville et Musique Caraïbe. Les 2 locaux sont fermés. On était en contact avec le propriétaire et avec quelqu'un qui nous aidait à monter tout ça. Et du à chaque fois, on fait des plans. On a des plans 3D encore de tout ça. Hein. On a des plans 3D qu'on fait, des programmations, on écrit tout pour que lorsqu'on dise bim partez, ce soit bim partez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, on a des propriétaires qui nous disent oui, on veut bien jouer le jeu, mais enfin, voilà quoi, c'est compliqué. Et donc, notamment sur Thionville, il a eu notre proposition. Naturellement, il a accepté. Nous, on ne pouvait pas bouger, donc c'est normal, puisqu'on a une clause dans nos contrats qui nous empêche d'ouvrir notre librairie à Pointe-à-Pitre. Et nous, on ne veut pas rentrer dans ça, donc on aurait pu le faire avec notre société, faire comme c'est pas du tout la même société, et voilà, mais sauf que nous, on joue pas à ce genre de jeu, on n'est pas là pour jouer. C'est pas ce qui était prévu à la base. Ben non, et nous, on essaie d'être assez droit dans nos bottes, donc on va pas se permettre d'arriver dans un truc où on le fait, et puis on verra après. On a la responsabilité de nos collaborateurs et de nos investissements en main. Donc du coup, on a postulé également, on a co-postulé avec la CEMAG sur la Renaissance. On est en concurrence avec Caribbean Cinemas, que l'on félicite d'ailleurs d'avoir eu ce projet. On s'entend très bien avec eux, donc il n'y a pas d'animosité du tout. Et du coup, voilà, donc on a toujours essayé de remettre de la vie dans la ville de Pointe-à-Pitre, de remettre une librairie et de continuer dans ce sens. Donc nous accuser de vouloir à tout prix fermer Pointe-à-Pitre, c'est pas très vrai. Il faut savoir qu'1 million de chiffre d'affaires par an, nous, on ne peut pas trop s'en passer. Donc notre intérêt, enfin, faudrait vraiment nous expliquer quel est notre intérêt que ça s'envenime et qu'aujourd'hui on soit obligé de fermer un de nos magasins. Mais le scénario tiendrait la route si effectivement vous avez effectué la reprise pour liquider les magasins les uns après les autres. Bien entendu, mais il n'empêche que dans les faits, on ne se serait pas embêté à faire 3 ans de procédure, hein, je peux vous le dire, hein, parce que entre les dizaines de milliers d'euros de procédures judiciaires, d'avocats, de ceci, de cela qu'on dépense, le climat très délétère que nous on ressent, le côté énergie qui fuit en permanence, parce que quand tu es humain, c'est ça. Je vous dis, il n'y a aucun intérêt à partir en procédure 3 ans pour liquider des magasins qui tournent. Au-delà de ça, au moment du tribunal, on dit ce qu'on veut. On aurait pu faire le choix, et d'ailleurs on a même discuté avec les Jazors, de dire qu'on reprend que Jarry au début, et on ne prend pas Pointe-à-Pitre. On avait parlé justement au moment de la reprise que vous avez fait le choix de tout reprendre, pas que les magasins qui rapportaient. À la base, en fait, d'ailleurs, en vrai, c'est un équilibre, ces magasins. Enfin, c'est une chaîne de magasins, c'est un équilibre. Il y a un dépôt, il y a des gens qui travaillent au dépôt, donc ce n'est pas des magasins qui fonctionnent de manière indépendante. Donc il y a une partie commune de la structure. Il y a quand même une colonne vertébrale qui est amortie sur plusieurs magasins, sur plusieurs enseignes. Donc, il n'y a pas on aurait pu dire au tribunal qu'on reprenait que Jarry. Oui. On aurait pu le faire. On aurait pu dire qu'on reprend Jarry et Moule et qu'on laisse Pointe-à-Pitre parce que le contrat de location-gérance est trop compliqué. Mais en même temps, le contrat de location-gérance a un morceau de Jarry dedans et dont le dépôt dans lequel on alimente tout le reste. Donc, en fait, c'est un peu entremêlé. Et dans tous les cas, on n'a pas l'intention de ça. Donc, on n'a même pas les calculs. Et c'est ce que j'explique quand je parle de Pointe-à-Pitre. C'est que quand on arrive pour les premières visites, sachant que nous, on se concentre principalement sur trouver l'argent. Donc, pour nous, un magasin tourne, il ne peut pas y avoir des soucis de normes de sécurité. Nous, on n'est pas dans le domaine de l'ERP. Parce que l'établissement recevant du public. On peut vous dire que vous auriez dû vérifier avant. Et avec raison. De regarder s'il n'y avait pas des soucis. Avec le recul, on l'apprend et je peux vous dire que ça ne se passera plus comme ça et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais il n'empêche que c'est compliqué pour nous en tant que Français, Guadeloupéens, de se dire qu'il y a des magasins qui tournent et qui ne sont pas aux normes de sécurité. Nous, on n'a pas cette approche-là. Moi, je ne suis pas pompier, je ne suis pas expert. Donc, on arrive, on voit effectivement que c'est dans un état un peu avancé de vétusté. On voit qu'il y a des difficultés, on voit qu'il y a des problèmes. Mais pour nous, on peut faire comme à Jarry, de l'home staging poussé, où on repeint des choses, où on déplace des meubles, où on fabrique des choses nous-mêmes. À Jarry, le comptoir de caisse, c'est nous qui l'avons fabriqué, au Moule aussi. Enfin, on a essayé de faire un maximum de choses nous-mêmes pour réduire les coûts un maximum et donner un peu de qualité à nos clients. Et on est loin de se dire que le magasin peut ne pas être aux normes. Donc, lorsqu'on reprend, et vous savez, c'est comme, j'explique ça comme une relation amoureuse. Quand on rencontre quelqu'un, tout est beau, tout est nouveau, on voit que des qualités, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Donc, nous, on arrive, on voit juste que des côtés positifs. C'est, il y a quand même un peu de surface, on va pouvoir faire si telle pièce pourra servir de ça. Et sauf qu'à un moment donné, la réalité te rattrape. Quand il faut s'installer ensemble, c'est ça. Donc, quand nous, la première rentrée scolaire passe et que là, on rentre dans cette histoire de travaux et tout, c'est là que la désillusion apparaît. Mais nous, on n'est pas arrivé en disant, là, il y a un problème, là, il y a un problème, là, enfin... Vous savez, on est dans... C'était pas en connaissance de cause. Mais non, on est dans une démarche positive. Enfin, quand on est dans une démarche positive, on ne cherche pas toutes les petites bêtes qu'on voit. On est sur une démarche globale, on voit qu'il y a des problèmes, mais on avance dans le positif.
Et on pense que c'est léger. Bon, alors, je ne sais pas si ça s'est vu, mais je regardais le journal de Guadeloupe. Parce qu'il y avait une intervention de la famille Jazor. Exactement. Donc, une intervention du frère Francis Jazor, qui, la première fois que je l'ai rencontré, alors que je ne l'avais jamais vu de ma vie, donc devant le local de Pointe-à-Pitre, dont je sortais avec un pompier, il s'est retrouvé à Main-Girouillet pendant 20 minutes. 70 ans. Ah, quand même. Voilà. Oui. À ce point-là. Pendant que je lui dis, écoutez, je pense qu'il y a un problème, il faudrait qu'on discute, voilà, pendant 20 minutes, jusqu'à ce que son frère le fasse monter dans les étages. Donc, je pense que c'est important que les Guadeloupéens comprennent, en fait, aussi de qui on parle et de quoi on parle. Et donc là, il explique, grosso modo, sur Guadeloupe Première ce soir, que on leur a jamais indiqué qu'il y avait des travaux à faire. Parce qu'ils sont très procéduriers. Donc, on leur a pas fait de lettres recommandées, on leur a pas fait de trucs d'huissier, et on leur a pas fait d'assignation. Donc, grosso modo, si ça n'est pas fait, ça n'existe pas. Sauf à quoi bon donner une liste de travaux à faire si j'ai déjà reçu un courrier d'avocat qui m'a dit « je ne ferai pas les travaux ». Tu vois, c'est facile en fait. Oui, effectivement, on ne leur a pas donné une liste de travaux puisque le plan de départ dont on discutait avec eux avant de savoir que ce n'était pas au nord, c'était pouvoir positionner ce local de Pointe-à-Pitre dans une rue plus passante pour l'intérêt de la librairie générale. Moi, je ne suis pas venu sauver l'héritage des Jazor, dans le sens... l'héritage financier et foncier. On est venu nous chercher pour sauver la librairie générale. On est d'accord. L'héritage culturel. Et ce que ça représente pour la Guadeloupe. Deuxième argument là qui sort, il nous aurait fait une proposition de faire les travaux et même qu'on n'ait pas besoin de payer les loyers. C'est pas faux. De Pointe-à-Pitre. De Pointe-à-Pitre. D'accord. De Pointe-à-Pitre. C'est pas faux. Mais il dit pas quand ça arrive. Ça arrive en juillet 2022. Ça fait déjà 2 ans et demi que le magasin est fermé. Nota bene que quand ça se passe, c'est pas nous vous proposons, vous savez, parce que bon, on a fait faire des devis. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir avec nous, des entrepreneurs. Voilà. Donc en fait, la position, c'est de dire s'il y a des travaux, on va faire les travaux, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je suis désolé, hein, moi je veux bien être quelqu'un de mauvais, peut-être, je ne sais pas. Et les Guadeloupéens prendront leurs décisions, moi je ne vais pas interférer là-dedans. Mais en revanche, je sais c'est quoi la bonne foi. Et je vois quand les gens jouent des jeux. Et là, c'était un jeu. C'était une posture, ça s'appelle. Et c'est pas grave en soi. C'est leur façon de fonctionner, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, venir dire que c'était une proposition concrète. Quand on veut faire une proposition concrète, on arrive avec un devis. On dit voilà, vous voyez, vous avez annoncé 250 000, nous on a 100 000. On va mettre les 100 000 à terre. Maintenant, revenez, s'il vous plaît, faites la librairie dans Pointe-à-Pitre pour nos clients et pour les Pointois. La conciliation était un peu tardive et pas bien orchestrée. Et puis on peut appeler ça une conciliation si vous voulez, mais ça ressemble à... avant où ils ne sont jamais venus. Et là, pourquoi ils viennent? Théoriquement, on ne peut même pas parler de ça. Non, on ne parle pas de ça, d'ailleurs. On ne va pas parler de ça. On va pas dire sur leur présence, a priori... Mais après, ils en parlent. Voilà. C'est pas grave. Ils ne sont pas là physiquement. Mais c'est pas grave. On a signé une clause de confidentialité sur cet échange théoriquement. Mais ils en parlent. Ils en parlent, c'est leur problème. Nous, on n'en parlera pas plus. On répond simplement à ce qu'ils ont dit là. Mais nous, on n'ira pas dans ça parce qu'il faut savoir que nous avons demandé cet accord de confidentialité aux personnes qui ont organisé ça et on ne l'a toujours pas reçu. Donc, il peut disparaître à n'importe quel moment ou réapparaître. Nous n'irons pas là-dessus. Mais en revanche, sachez que cette proposition était très particulière et dans des conditions très particulières. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que, OK, on considère qu'on va payer les travaux en considérant qu'il n'y a pas de travaux à faire, alors qu'il y a des rapports d'expertise qui disent qu'il y a des travaux à faire. Il y a un rapport de la police municipale de Pointe-à-Pitre qui dit que le local n'est pas exploitable dans l'État et qui demande le passage d'une commission de sécurité. 1 an après, toujours pas de commission de sécurité passée. OK. Et aujourd'hui, surtout, qui est dans un déni total du préjudice qu'on subit, parce que même si on considère qu'ils reviennent à la raison en juillet 2022, ça fait 2 ans que j'ai un magasin fermé parce qu'ils ne nous ont pas fait cette proposition, en fait, en janvier 2020. Un magasin qui génère 1 million de chiffre d'affaires par an, on le répète. 2 millions quand même. Voilà, 2 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est facile, en fait, de dire, bon, allez, on vous propose de faire comme si rien ne s'était passé. Donc, on fait ce qu'on aurait dû faire il y a 2 ans. On reconnaît qu'il y a peut-être un problème. Mais par contre, ce que vous avez subi... on l'efface. N'a aucune considération. Et bien sûr, en signant ça, en acceptant cet accord, du coup, le litige sur notre manque à gagner est caduque. Mais par contre, les loyers de Jarry, ils sont dus. Donc du coup, c'était une manière de nous coincer. Et oui, ça aussi, important. Là, dans le truc, ça finit comment? On nous a montré des documents disant qu'on a été condamné à payer des loyers. Tous les loyers d'arriérés. Non, je crois que c'est sur 140 000 €. Écoute, la réalité. Oui. Là, ce qu'on dit à Guadeloupe Première, on nous a montré des documents disant qu'on avait été condamné à payer l'intégralité des arriérés de loyer.
C'est ce qui vient d'être dit. D'accord. Là encore, la réalité... Ben, tu l'as dit, c'est 140 000 euros. 140 000 euros. Il y a plusieurs procédures en parallèle. Il y a une procédure pour Jarry, parce que ce sont des baux commerciaux, tribunal judiciaire. Il y a une procédure pour Pointe-à-Pitre, parce que c'est un contrat de location-gérance qui est au tribunal mixte de commerce. On a appris beaucoup de choses. On n'avait jamais été au tribunal avant. Enfin, moi, personnellement, moi non plus. Là, pour les procédures... Là, s'il y a des gens qui veulent des conseils pour le tribunal, ils peuvent, on n'est pas avocat, mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, sur comment on peut gérer ça, ils peuvent. On a appris beaucoup de choses. Donc là, on peut dire merci aux propriétaires de Pointe-à-Pitre. On a appris beaucoup de choses dans le dur. Donc, du coup, il y a 2 procédures. Il y a effectivement une procédure sur laquelle le juge, en référé, pas au fond, dit il y a des arriérés de loyer depuis longtemps, vous exploitez le local de Jarry. Il n'y a pas de souci a priori sur le local de Jarry, donc c'est de l'argent qui est dû. Et ça, on n'a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de problème. On l'admet. Tu vois, moi, c'est moi qui ai fait ce choix-là de dire qu'on arrête de payer le loyer. Mes associés n'étaient pas d'accord. Donc, je n'ai pas de sujet avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand on a la décision? Je reçois un appel de Max Jazor. Il y a 2 procédures. L'autre procédure, on n'a pas de décision. Qui me dit, bon alors Sébastien, comment on fait? Tu payes en chèque ou en virement? Je lui ai dit, mais Max, il y a l'autre procédure en cours à Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'on peut attendre la décision sur l'autre procédure pour savoir qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit, si c'est comme ça, je ne sais pas quoi. On se retrouve à avoir une saisie sur nos comptes parce qu'ils enclenchent tout de suite, prendre l'argent, donc les fameux 140 000 euros. Et comme ils sont dans leur histoire d'Olmol, en fait, ils ont attaqué les 2 sociétés au tribunal. D'accord. Il y avait plus d'argent sur le compte d'Olmol, donc l'argent a été saisi sur le compte d'Olmol, les 140 000 euros, depuis mars 2022. D'accord. Ce qui nous a freiné de tout. À aucun moment, Olmol n'est concerné par ça. À aucun moment, le juge ne justifie pourquoi Olmol est concerné par ça. Et l'action déjà, alors du coup, c'est pour ça qu'on dit, un moment, c'est malsain, parce que tu as fait toutes tes quittances de loyer au nom de CCHNLG. Mais tu vas attaquer les 2, alors que tu sais que ça n'a rien à voir. La décision de justice pour Pointe-à-Pitre arrive, elle nous donne raison. Nous, on leur a dit du coup que les loyers ne sont pas à payer, c'est ce que le juge dit pour Pointe-à-Pitre, parce qu'il y a un vrai sujet. Et même pour Jarry, il dit il y a quand même un sujet, il faut aller au fond, donc aller en appel. Et ils avaient demandé à ce qu'on soit expulsé de Jarry. Le juge a dit on n'expulse pas l'entreprise de Jarry parce qu'il y a un vrai litige. Et en plus, les contrats sont tellement mal faits, en vrai, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a à quel endroit. Donc, on ne pourrait même pas les expulser parce qu'on ne sait pas quel contrat correspond à quelle partie du bâtiment. OK? Donc, Pointe-à-Pitre sort en termes de décision. Donc, sur Pointe-à-Pitre, finalement, vous ne devez rien? Alors, la décision, on ne nous condamne pas à payer, donc le 14 avril 2022, et le juge en référé dit quoi? Il dit l'expertise qui a été demandée, il faut qu'elle soit faite, l'expertise judiciaire, pour valider de façon contradictoire qu'il y a des non-conformités, comme les rapports le disent, rapport de la PAV. Vous avez fait les expertises par la suite? Alors, attends, c'est là que ça devient intéressant. Ah oui, ça devient très intéressant. Donc, les valider, en fait, ces non-conformités, et donc, du coup, que le fait que le local ne soit pas exploitable, valider le préjudice financier qu'on subit, donc les 1 300 000 et quelques euros qui sont certifiés par un commissaire aux comptes indépendant. C'est pas vous qui avez sorti ce chiffre-là? Qui siège à la cour, à la chambre des commissaires aux comptes de Paris, qui est genre dans le bureau, donc c'est pas un branquignol. Et c'est pas notre pote. Et c'est pas notre ami, voilà. Et ensuite, en gros, faire les comptes entre les parties. Dire, bon ben, potentiellement, il y a des loyers qui sont dus, ok, il y a un préjudice qui est dû, on fait la différence et on voit qui doit à qui. Okay. Donc ça, c'est ça la décision du tribunal. Il y a un premier expert qui est nommé. Avant même que l'expert soit nommé. Voilà, nota bene, c'est important. Parce que du coup, vous savez, pareil, c'est important par rapport au fait, quand on a un problème. Juste tu expliques, c'est important par rapport au fait qu'ils disent, ben, s'il y a des travaux à faire, on va faire les travaux. Donc on explique la réaction. Voilà. Ouais. Donc en fait, l'expert judiciaire, c'est un tiers de confiance qui vient de manière neutre pour établir une situation, enfin, faire un état des lieux, factuel des choses qu'il remet au tribunal pour que le tribunal prenne sa décision. Donc, si tu as raison, tu as acte que l'expert passe. Puisque du coup, il va valider que tu as raison. Moi, j'aime bien faire preuve un peu d'humilité là-dessus. Et je dis juste que moi, je veux juste savoir si je suis dans le faux ou dans le vrai. Donc, c'est pour ça que la nomination de l'expert était une bonne nouvelle pour nous. Il faut savoir que les héritiers Jazor ont fait appel de la décision de nommer un expert. Ils n'ont pas fait appel de l'expert qui a été nommé. Ils ont fait appel de la décision de nommer un expert. Donc de nommer un tiers de confiance qui vient attester ou pas qu'il y a un problème ou pas. D'accord. Donc
moi, honnêtement, c'est à ce moment-là que moi, c'est un élément déclencheur chez moi. Parce que c'est un truc que je répète assez souvent, parce que je trouve ça assez fort de café, pour reprendre une expression bien française, de trouver le moyen de dire « il n'y a pas de problème », mais que lorsque quelqu'un est capable de venir dire « il n'y a pas de problème, je vous le certifie », parce qu'on est quand même en France, un état de droit et de loi, ben, à ce moment-là, il y a des gens qui s'opposent à cette nomination et donc à cette transparence, entre guillemets. Moi, je trouve ça assez gênant. Donc, refus de transparence de leur part, donc ça vous met la puce à l'oreille. Bien sûr, encore une fois. Et donc, la nomination d'un expert qui se désiste au bout d'un... Un premier expert qui se désiste au bout d'un mois parce qu'il a déjà travaillé sur des choses avec les Jazor. Sur le sujet du bâtiment en question, a priori, avec les Jazor, mais on n'a jamais entendu parler de ça. Donc, c'est peut-être que ça n'allait pas dans le bon sens. Donc, du coup... Ça, c'est des suppositions, j'en sais rien. Non, faut pas faire de... C'est de la supputation. Mais du coup, il se récuse. Enfin... c'est comme ça qu'on dit, il se désiste. Et du coup, il y a un deuxième expert qui est nommé pour une mission sur 6 mois. Nous sommes parce que le tribunal ordonne que le truc soit fait, que le rapport soit remis en 6 mois maximum, le rapport de la mission d'expertise. Donc à partir du 14 avril 2022. D'accord. Et il y a des phases en fait dans l'expertise. On doit convoquer les parties, que chacun amène ses preuves, qu'il y ait des expertises physiques des locaux, qu'ils puissent faire une expertise aussi des bilans de nos sociétés pour voir si le préjudice existe vraiment, etc., etc. Il y a toute une logique, donc ça prend un peu de temps. Nous sommes en mars 2022. 23, pardon, excusez-moi. Donc presque un an après. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été convoqués, ni les uns ni les autres, par l'expert qui avait été nommé un mois après, enfin, tout de suite après le premier expert. Donc là, nous... C'est pas faute d'avoir relancé, hein. Voilà. Alors, relancer. On dit qu'on ne veut pas changer d'expert parce qu'on veut pas... Enfin, c'est pas qu'il est pas bon ou quoi, enfin, c'est qu'il était dans une situation compliquée à ce qu'il paraît, donc il ne pouvait pas le faire. Donc nous, on est patient parce qu'on comprend aussi... mais les délais ont quand même été doublés. Mais on comprend tout à chacun. On essaie toujours d'être dans un truc où on est des humains, c'est pas un robot l'expert, c'est pas parce qu'il a une... Donc nous, à partir du moment où il a des difficultés personnelles, nous, on essaye aussi d'être des humains qui pouvons être un peu patients, même si nous, on a le couteau sous la gorge, entre guillemets. Enfin, on n'est pas des monstres. Enfin, je sais pas, on va pas dire à quelqu'un, ouais, fais ton travail, et puis peu importe, enfin, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Okay. Donc du coup, effectivement, on a été patient, sauf qu'à un moment donné, les 6 mois sont passés et que du coup, nos avocats... On continue à relancer. Parce que les 6 mois, c'était en octobre 2022. C'était pas maintenant. Hein. Et on est déjà 6 mois plus tard. Donc. Voilà. Et donc finalement, début janvier, on se résout à demander un changement d'expert. Les Jazor s'y opposent. Pourquoi? Peut-être que la situation les arrange, je ne sais pas. Interprétation. Parce que c'est bizarre. Et enfin, ils s'y opposent en disant on a eu l'expert, il va commencer la mission. Ça, c'est en janvier. Hein. On est en mars, il n'a toujours pas commencé. Et du coup, hasard de calendrier, on a eu la nomination a priori d'un nouvel expert cette semaine. D'accord. Et du coup, on espère qu'il pourra faire diligence. Avant 2024 quand même. Hein. Bien avant, j'espère. Et qu'on puisse enfin sortir, avant même de sortir de là, établir des faits. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des rapports. Comme je dis, il y a un rapport de la PAV. C'est un truc qui est reconnu sur tout ce qui est circuit électrique et compagnie. Si on n'a pas des rapports positifs de leur part, EDF ne met pas de compteur. Tu vois, ils n'envoient pas de courant chez toi. Donc, si ces gens-là disent que c'est pas aux normes, c'est qu'a priori, ils savent de quoi ils parlent. Rapport de la police municipale de Pointe-à-Pitre qui dit que c'est pas exploitable. Donc, là, on veut avoir une confirmation contradictoire. Chacun amène ses pièces, on visite le local qui dit effectivement, c'est pas aux normes. Et c'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est nous, on est arrivé et puis on a tout cassé? Ça aurait été peut-être possible. Hein? Donc l'expert va dire est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ce sont des choses qui existaient avant et qui n'ont pas été gérées? Tu vois, on a découvert après, avec les témoignages d'anciens employés, parce qu'on était obligé de constituer un dossier, qu'il y a eu des départs de feu électriques là et qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui a changé. Tu vois, ils ont réussi à gérer le truc. Et d'ailleurs, dans les images, ça n'a pas été montré dans les images là, du reportage de Guadeloupe Première, mais ça sera visible prochainement. On voit que l'endroit où il y a c'est pas le compteur, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros, le tableau électrique. Ouais, le tableau général. Il y a toujours, en fait, toute la suie noire dans le boîtier. Le boîtier a été changé, enfin, le truc a été changé, mais tu as toujours toute la suie noire du truc, je pense, quand il y a eu le départ de feu. Et ça n'a même pas été nettoyé. Donc, ça révèle en fait un peu, j'ai envie de dire, un état d'esprit général. Et puis sur comment les choses sont gérées, en fait. Et il faut expliquer quand même aussi que nous, ce sont des témoignages de nos collaborateurs qui viennent nous mettre toutes ces informations en valeur.
C'est pas nous qui fouinons pour trouver des choses encore et encore et encore et encore. C'est pas ça. Et d'ailleurs, en vrai, dans le dossier juridique, il y a des témoignages de nos collaborateurs, enfin d'ailleurs de nos collaborateurs, qui étaient là surtout avant, les anciens collaborateurs qui sont restés. Et donc du coup, d'ailleurs, effectivement, il n'y a pas dans les nouveaux collaborateurs, c'est que des anciens qui ont témoigné. Et c'est comme si on balayait ça d'un revers de main, comme si ces gens-là n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu. Donc du coup, on attend que ce truc-là passe. Vous avez quand même des impératifs temps. Oui, qui jouent contre vous. C'est aussi pour ça qu'on communique maintenant. Parce qu'à un moment, l'impact financier, enfin 1,4 million, on n'est aucun grand groupe de la place pour dire qu'on peut absorber 1,4 million de préjudice financier. Donc le manque à gagner sur Pointe-à-Pitre, ce serait vraiment ce qui expliquerait effectivement le déclin sur les autres... Les grosses difficultés qu'on a aujourd'hui à tous les niveaux. Je peux vous expliquer ça comme j'ai expliqué tout à l'heure dans une autre interview. Quand on fait ce genre de business de distribution, en fait, c'est de l'import. Donc, on importe principalement de la marchandise. Il faut savoir que la Guadeloupe est gérée comme un pays étranger. On n'est pas réellement français dans cette continuité territoriale-là. Donc, on est géré comme de l'export, comme si c'était pour le Maroc ou Shanghai. Donc, du coup, on a besoin de garanties financières. Et les garanties financières, c'est ce qui nous permet de commander, de ne pas avoir à amener trop de trésorerie. Et donc, quand on commande avec ces garanties financières, ça nous permet ensuite de pouvoir vendre notre marchandise et de payer nos factures. C'est un schéma qui existe depuis toujours et qui est assez simple finalement. Faut bien comprendre que ces garanties financières sont octroyées suite à des bilans annuels, les bilans comptables. Donc quand nous on remet nos bilans, mais de base nous on a prévu un business model et un prévisionnel sur 4 magasins, naturellement le bilan il n'est pas à la hauteur de ce qui est prévu. Donc naturellement nos garanties financières, elles sont réduites. Sauf qu'à partir du moment où un business comme nous n'avons pas assez de marchandises à vendre, naturellement, on fait moins de chiffre d'affaires. Et donc, naturellement, c'est une spirale sans fin qui nous conduit ensuite, par la suite, à ne plus pouvoir commander, tout simplement. Donc, on signale ça dès mars 2022 à nos partenaires, que cette situation existe et que là, on ne sait pas comment on va faire les commandes pour la rentrée 2022. On arrive à se dépatouiller tant bien que mal et à faire quelque chose pour la rentrée 2022. Ça se voit à peine. Ça se voit à peine. Les gens sentent qu'il y a quelque chose parce que du coup, ça prend un peu plus de temps que les années précédentes. Mais en tout cas, vous n'avez rien dit. Vous avez dit que il y aurait. Vous calculiez justement pour la rentrée de l'année dernière. Mais vous n'avez rien dit, effectivement. Non. On espère toujours trouver une solution. Mais en fait, ou que la justice se fasse. Mais ça serait une agression. Ça serait une agression nous, on n'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on est. Moi, j'ai aucun plaisir à être là. C'est clair. Harold, je te croise, on se croise, on se connaît, j'ai envie de parler avec toi, je te parle. Je veux te parler, je te parle. J'ai eu la chance de participer à une émission ici avec Bowser Jimmy, donc à la télé, ça m'attire pas non plus. Enfin, que ça m'attire pas, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc, être là, franchement, je préférerais vous parler de tous les projets que nous, on essaie de faire pour notre beau pays, venir tous les jours parler de ça, plutôt que d'être là aujourd'hui. Donc, aucun intérêt pour nous de faire ça et de déstabiliser notre activité économique et nos collaborateurs par la même occasion en ayant un tourbillon médiatique autour d'eux avant la rentrée scolaire. Que les clients aussi soient frileux. Enfin, il y a toute une logique derrière à ne pas mettre en péril. C'est pas nous qui comptons. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on est des pions sur un échiquier. Mais il y a un échiquier bien plus grand que nous. Donc, quand on a quelque chose de plus grand que nous, on ne prend pas des décisions d'ego et on ne prend pas des décisions de violence comme ça. Combien de personnes travaillent pour vous? Alors, personne ne travaille pour nous. Pour la librairie générale. Non, déjà, personne ne travaille pour personne. Chez nous, on est des collaborateurs et nous collaborons. Nous, on a une trentaine de collaborateurs aujourd'hui qui travaillent sur cette société. Voilà. Okay. Et au-delà de cette société, les autres sociétés, en tout, il y a à peu près 50 familles qui vivent de nos activités aux Antilles aujourd'hui. 50 familles. À peu près. Donc, quand nous, on fait la rentrée scolaire 2022 et qu'on fait le bilan de la rentrée 2022 et qu'on voit qu'on est en train de creuser un trou et qu'on va s'enterrer et enterrer 10 années de travail, parce que la librairie, ça fait 4 ans, mais Sébastien, lui, ça fait 15 ans. Moi, je l'ai rejoint, là, j'ai fêté mes 10 ans d'entrepreneuriat l'année dernière. Donc, j'ai 31 ans, donc je voue ma vie à ça. Donc, quand on prend cette décision, mais on pleure. C'est pas quand on sait qu'il y a des choses. Quand on commence à expliquer à nos partenaires que là, ça devient très compliqué, qu'on va devoir prendre des décisions,
Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est nous. On n'a pas juste payé à coup de centaines de milliers d'euros des gens qui ont peint, qui ont réagencé un magasin. Hein. Nous, on a mis notre cœur, on a mis notre sang, nos sueurs, on s'est blessé, on s'est coupé, on a tout donné pour que ça fonctionne. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans une démarche de destruction. On est dans une démarche de construction. Donc, aller communiquer, faire des esclandres autour de notre société, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de vendre des livres, que les Guadeloupéens soient contents, d'avoir un lieu de vie, de créer du lien social. Vous avez vu le nombre d'événements qu'on a pu faire à la Librairie Générale de Jarry, malgré le Covid, faire des partages autour de livres, Jarry Moulbaster, c'est vrai, Moulbaster, etc. On a fait un maximum de choses pour les Guadeloupéens. Donc, quand j'entends à la limite, on est en train de chacun avoir des postures et jouer un jeu, et que nous, on nous dit qu'on joue un jeu, que nous sommes des voyous, on est indigne, que nous sommes des incultes, que nous sommes peut-être intelligents et de bons businessmen, mais que nous n'avons pas de culture. Mais c'est des choses comme ça que nous, on reçoit. Donc après, je veux bien, hein, on doit des loyers, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est des mains tendues qu'on fait aujourd'hui. Et croyez bien que si nous sommes là aujourd'hui, et pas depuis 3 ans, c'est parce qu'il y a un magasin qui est fermé et qu'on se doit d'expliquer, parce que c'est les Guadeloupéens qui font notre force aujourd'hui et qui ont fait notre force il y a 4 ans quand on a repris. Donc on leur doit des explications. On aurait pu fermer le magasin et dire que silence radio, hein. Sauf que là, c'est pas possible. On se doit d'être honnête envers nos Mais la fermeture inquiète. On entend effectivement la fermeture de la librairie de Moule, mais vu que le business plan, c'était 4 sociétés, qu'il y en a déjà 2 qui sont out. Il n'en reste plus que 2 pour faire tourner la machine. A priori, ça ne va pas pouvoir durer longtemps, cette affaire. Donc, est-ce que vous pourrez sauver les librairies de Basse-Terre et de Jarry, ou bien... Alors, pour être très concret avec vous, on a, durant les 2 années qui se sont écoulées, vous vous doutez bien qu'on n'est pas resté en train de regarder des procédures. Parce que, comme je vous ai expliqué, on ne savait pas quand est-ce qu'elles pouvaient s'arrêter. Donc, on préparait déjà le coup d'après. Très bien. Donc, on a des partenaires financiers. On a sollicité beaucoup de personnes, des privés, des publics, qui sont prêts aujourd'hui à accompagner cette croissance. Même en national, parce qu'ils ont été sensibles à ce qu'on fait. Ils sont prêts à accompagner cette croissance et à nous permettre de continuer comme ça. D'accord ? Sauf qu'aucune société, enfin, aucun partenaire ne va mettre de l'argent dans une société qui a des procédures en cours. C'est sûr. Donc, nous, pour mettre les choses concrètes en branle, il faut pouvoir se libérer de ces procédures, procédures interminables. Donc, tant que les procédures sont en cours et tant qu'on est dans cette situation, oui, l'avenir est incertain. Maintenant, il y a de gros espoirs que les héritiers Jazor puissent entendre notre discours, parce que pour l'instant, pour être très franc avec vous, ils ne nous ont jamais entendus aussi longuement. On espère qu'ils regarderont. Mais je pense qu'ils regarderont. Oui, notamment les frères et sœurs autres que Max, parce qu'on n'a jamais pu leur parler. C'est ça le problème. Parce que du coup, ils nous pensent être des voyous, ils nous pensent être des profiteurs, je ne sais pas, ils nous pensent être des gens malveillants, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est trouver des solutions avec eux et qu'ils puissent reconnaître notre préjudice et nous, on reconnaît déjà le leur. Donc, il n'y a pas de discussion sur le leur. Maintenant, c'est le nôtre. Et vous savez très bien, et c'est ce que j'explique encore sur les relations amoureuses, c'est jamais de la faute d'un seul. C'est toujours des torts partagés. Donc, accuser l'autre tout le temps, c'est dans le déni de ce qu'on a pu faire nous. Et donc, on va reproduire ce schéma de manière indéfiniment, puisqu'on est incapable de prendre le temps de s'analyser soi-même. Donc, moi, ce que je demande aux héritiers Jazor, et je le demande, c'est est-ce qu'on peut se voir, s'asseoir autour d'une table, s'ils veulent des médiateurs, avec nos avocats de préférence, comme ça au moins ça reste dans un cadre. S'il faut qu'on passe 20 minutes chacun à se dire des bêtises, on se dit des bêtises pendant 20 minutes chacun. Lorsque ces 20 minutes top chrono sont finies de chacun, on passe à des choses concrètes et on finit avec ça. Moi, c'est ce que je leur demande. Je ne demande pas à l'opinion publique d'aller les convaincre de quoi que ce soit. Je m'adresse à eux directement parce que je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire de manière sereine et avoir un discours intelligent et intelligible. Parce que eux, effectivement, vous vous entretenez avec leur avocat, mais vous n'avez pas possibilité de leur parler personnellement. Mais non. Pourquoi vouloir leur parler personnellement ? Parce que justement, on a l'impression que l'opinion qu'ils ont de nous est faussée. Je te redis, hein, l'un des frères, celui d'ailleurs qui a parlé sur Guadeloupe Première, j'ai dû aller déposer une plainte pour injure publique parce qu'au milieu de la rue à Pointe-à-Pitre-Chelcher, pendant 20 minutes, je me suis fait injurier
Il m'a dit, je vais finir dans la rue, jouer ma maman, enfin des trucs, je suis un chien, Ok. enfin des trucs sales, quoi. Je le connais pas, c'est la première fois que je le vois de ma vie. Tu vois. Donc c'est qu'à un moment, on me décrit, Vous êtes les méchants de l'histoire. tu vois. Non, mais c'est pas des Non, mais c'est pas méchants, des méchants on est des seulement, c'est-à-dire diables. Enfin, voilà, on est le diable. Non, quoi. on est le diable. Et on C'est veut pas les les méchants, détruire. on veut les Et détruire. d'ailleurs, c'est un discours qui nous a été tenu, rapporté par des gens qui connaissent, qu'en gros, on est dans un truc, on veut leur tête, même d'ailleurs des enregistrements audio, mais qu'on ne peut pas diffuser malheureusement parce que c'est comme Ben, ça. c'est comme ça. Qu'on nous a transféré de gens qui ont pu échanger avec eux et qui trouvaient ça extraordinaire parce que c'est des gens qui savent qui on est, où on dit en gros qu'on veut récupérer tout le patrimoine des Jazor. J'ai appelé Max Jazor pour lui dire qu'il allait mourir. Enfin, Mais des ça va trucs super hallucinants, loin, tu ça vois. va super loin. Ok. Et faut bien comprendre aussi à que chaque ce fois, on monsieur, parle d'un petit d'un bout petit bout, et on en fait une. et on fait n'importe Et il quoi, faut bien tu vois. comprendre, et pourquoi, et je répète, pourquoi finir. j'insiste sur le fait. Non, je sais qu'il est presque 20h, on va finir. Il est mais 20 heures. j'ai- Oui, J'insiste vraiment sur le fait que la personne qui aujourd'hui prend le lead, c'est une personne qu'on nous avait présentée comme quelqu'un qui n'en avait rien à faire de la librairie générale, Monsieur Francis Jazor, mais que Max Jazor nous a présenté comme ça. Donc, Il veut que de l'argent. qui veut que de l'argent. Et Il était en France à c'est 2 ans l'époque. plus tard que nos collaborateurs nous disent non, mais vous savez, Monsieur Francis Jazor a essayé aussi de venir aider, etc. Et il s'est confronté à des difficultés avec l'équipe en place, d'opérationnel. Donc, Avec il la a dû, direction en place. avec pas la les direction en opérationnels. place, et il a dû partir. Donc, le discours qui nous est tenu, qu'il s'en fiche complètement de l'exploitation, et d'apprendre que c'est quelqu'un qui, au contraire, s'y intéressait beaucoup pour essayer de sauver, c'est pas le même. Donc, j'imagine même pas ce qui a pu être dit sur nous à ce monsieur pour qu'il nous déteste autant sans nous connaître. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il nous dise à quel point il nous est en face de nous, pour nous dire qu'est-ce qu'il nous reproche concrètement, et tout ce que son frère a pu dire, pour que nous, on lui explique ce que son frère a pu dire, et que nous, Et que notre version de ces faits-là. C'est ça notre intérêt J'ai de une leur petite parler. question. Vous avez des problèmes personnels avec Max Jazor? On a de problème avec personne. Et pour t'expliquer la position, et là, c'est ma parole. C'est ma parole. Je sais pas d'histoire de spiritualité ou je sais pas quoi. À une époque, quand je parlais à Max, je lui disais, je te souhaite la paix et l'amour. Parce que je pense sincèrement que pour avoir, en fait, ce comportement-là vis-à-vis de nous, après qu'on ait été les seuls, parce qu'il a vu plein de gens avant nous, à Et cela vous répondre à son positionner sur appel la reprise? et le sortir de sa galère, je pense qu'il y a un problème. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Je trouve ça triste, en fait. Très honnêtement. Et je vais vous répondre aussi pour vous dire tellement on n'a pas de problème avec lui. Au moment de la reprise, mon père qui m'a élevé, me dit Davy, n'y va pas. Ne le fais pas. Max Jazor est quelqu'un de particulier, de dangereux, n'y va pas. Et il me prend l'exemple sur une histoire passée d'une autre société. Il me dit, tu sais ce qui s'est passé dans telle société? Je lui ai dit, tu dis n'importe quoi. À mon père, hein. Max Jazor nous a expliqué ce qui s'est passé. Et voilà sa version et je le crois lui. Pour vous dire à quel point j'ai pas de problème avec lui. D'accord? Donc, à aucun moment, moi, je lui faisais confiance. Je pensais vraiment que c'était ce qui était décrit. D'accord? À aucun moment, je n'ai quoi que ce soit contre cet homme. Je ne le connais pas. D'accord? Et donc, avant que ça n'en arrive là, je n'avais strictement rien contre cet homme. Je le vois à Pointe-à-Pitre, hein, vous savez. Je le laisse tranquille. Hein. Je ne suis pas un voyou. Hein. Je ne suis pas allé derrière lui l'agresser. Hein. Vous croisez. Voilà. Non, mais je t'explique. La dernière fois, quand on est allé au local de Pointe-à-Pitre, on s'est fait prendre en photo par des gens qui ont envoyé aux héritiers et on a croisé une des héritières qui est venue voir. D'accord? Donc, je suis désolé. Aujourd'hui, on n'a aucun acte d'aide contre eux. On n'a aucun acte de violence contre eux. On n'est que là pour essayer de trouver des solutions pour sauver les 30 emplois qu'il y a derrière nous. Donc après, si les gens veulent être dans des trucs violents, il n'y a pas de problème. S'ils veulent nous accuser d'être des menteurs, il n'y a pas de problème. S'ils veulent dire qu'ils ne sont pas des travaux, il n'y a pas de problème. Ayez votre posture publique comme vous le souhaitez, ça ne nous dérange pas. Par contre, est-ce qu'on peut régler le problème? Ce qui vous intéresse, c'est de trouver une solution effective. Que ce soit la justice ou eux, on est même que prêt, ça se passe. Ouais, et on est même prêt. On n'est pas prêt. Si c'est nous, le problème, on est même prêt à laisser la place à quelqu'un d'autre et que la librairie générale continue sans nous. On a perdu plein d'argent, plein de temps, plein d'énergie. C'est pas grave. Mais vous voulez que la librairie... C'est pas grave. Mais de toute façon, quand on fait quelque chose comme quand on reprend la librairie générale, c'est pas pour nous. Hein. C'est pas pour que nous, on soit des stars. Hein. C'est pour qu'elle nous survive après. Comme je vous l'ai dit, c'était pas nous en front. Hein. C'était nos 3 associés qui devaient représenter la société. C'était pas nous. Donc à aucun moment, on a cette intention derrière nous.
Donc aujourd'hui, dire qu'on s'en sépare, entre guillemets, mais qu'elle continue sans nous, il n'y a aucun problème. Et même si ça devient Cultura, ça ne me dérange pas. Au moins que ça vive. Alors, ça ne sera plus la librairie générale, malheureusement, mais on aura encore des librairies dans ce pays. L'important, c'était que ça reste dans les mains de Guadeloupéens. Soit, mais maintenant, on n'est plus dans les mains de Guadeloupéens. Maintenant, on est dans comment on sauve ces emplois. Il n'y a plus d'histoire de Guadeloupéens, de Martiniquais, de nanana. Même ça devient une FNAC. Si les 30 emplois sont conservés, c'est quoi le problème? Et que l'activité culturelle si c'est nous le problème, et que l'activité culturelle continue, que nos jeunes puissent encore avoir accès à tout ça. Mais c'est dommageable quand même pour la Guadeloupe. C'est dommage, mais de toute façon, écoutez, ce côté dommageable pour la Guadeloupe, nous on l'a dépassé. On n'en est plus là. Là maintenant, il faut sauver ces 30 emplois. C'est tout ce qu'il faut dire. Le reste, en Guadeloupe, Martinique, même si c'est Gilbert Jeune qui débarque en Guadeloupe et reprend les librairies générales, et pour le coup, on a un business model qui se ressemble par rapport au lieu de vie et au côté beaucoup de transmission, etc., soit que Gilbert Jeune vienne. Ça ne nous dérange pas. Nous, on ne sera plus là, c'est pas grave. On a d'autres ambitions. Comme on a dit, on a mis notre vie entre parenthèses pendant 4 ans pour le faire. On avait déjà prévu 10 ans d'activité, autre que Holmol. Donc, à un moment donné, il faut que nous, on puisse continuer notre vie. Ça sera avec ou sans nous, mais que la librairie générale puisse perdurer, ou en tout cas, les emplois qui sont liés. On espère qu'une solution amiable sera trouvée, en tout cas. Merci Harold. Et que la direction pourra se poursuivre avec vous, tout simplement, puisqu'on a eu une belle histoire au démarrage quand même. C'était une reprise intergénérationnelle finalement pour que perdure l'activité de la librairie ici. Et de voir que ça arrive, franchement, c'est pas top. C'est pas top. Donc on veut une sortie vers le haut pour vous et pour toutes les personnes qui sont impliquées dans ce dossier, y compris les Guadeloupéens, qui sont consommateurs et qui continuent effectivement de se rendre dans vos librairies. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci à Harold, merci à Canal 10 pour la transparence. Merci à vous. On espère vraiment que ça va se résoudre rapidement. Il faudrait qu'on soit plus à faire ça. Ça serait bien pour la Guadeloupe. Cet exercice de transparence. Oui, ce serait vraiment pas mal. Ça serait bien. Il faut que la rentrée 2023 se fasse. C'est ça. Oui, dans tous les cas. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain.